Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Perron qui était reçu dans le monde moderne et qui va nous révéler des choses extrêmement intéressantes. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost si cela est disponible. C'est le meilleur moyen vraiment de lutter contre le shadowban de YouTube. Sinon, si vous aimez et si vous voulez soutenir mon travail, ça se passe par Tipeee, par Patreon, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Intelligents, qui ont pignon sur rue, ils sont tout de suite cooptés par l'industrie. Moi, je m'en suis rendu compte a posteriori, parce que quand j'étais jeune, un peu naïf, j'étais nommé professeur assez jeune, considéré comme le petit gars brillant dans la discipline, tout ça. Mais immédiatement, j'ai été coopté par des laboratoires pharmaceutiques pour participer à leurs études, pour présider des symposiums dans les congrès. Et finalement, à l'époque, je considérais ça comme un grand honneur parce que tous mes anciens patrons, ceux qui avaient pignon sur rue, c'était ceux qui étaient invités partout par l'industrie pharmaceutique. C'était, entre guillemets, la légion d'honneur du médecin d'être finalement coopté par l'industrie. Labo, Parce qu'on était mis en avant comme étant le grand expert national. Et il y en a qui continuent aujourd'hui. Alors, je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir d'ennui. Mais il y en a qui étaient devant les juges il n'y a pas longtemps, par exemple. Mais oui, c'est des pratiques totalement transparentes qui font que beaucoup de médecins ont fermé. Ils peuvent être payés des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Après, moi, ça, je l'ai déjà dit publiquement plusieurs fois. Je n'ai jamais été contredit, d'ailleurs. Je le sais parce que moi, dans mes anciens élèves, qui étaient mes anciens internes il y a longtemps, ou d'autres, avec certains, j'ai gardé des relations amicales, même des décennies après. Et il y en a qui ont fait des carrières fulgurantes dans l'industrie pharmaceutique, parce que les Français sont très appréciés dans l'industrie pharmaceutique mondiale. Ils sont arrivés à des postes très élevés, même aux États-Unis, en Suisse, dans les plus grands laboratoires. Et ça fait déjà des années, même avant le Covid, du temps du sida, ils me disaient, mais tu sais, tes petits copains là, qui annoncent 20 000 euros, 40 000 euros de liens d'intérêt. Parce que Karine Lacombe dit, c'est pas des conflits d'intérêt, c'est des liens d'intérêt. Bon, c'est bien ça. Ça me fait sourire, c'est sa défense. Ouais. Je dis pas que c'est elle qui est en cause dans ce cas-là, mais ils m'ont dit à l'époque, c'était surtout sur le sida, mais je crois que c'est la même chose maintenant. En fait, ils touchent, pour certains, il y en a très très peu dans chaque pays, un tout petit nombre, ils touchent des millions d'euros, de dollars sur des comptes offshore. Mais ça n'apparaît nulle part. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs dirigeants de l'industrie pharmaceutique que je connaissais bien à l'époque, qui me l'ont confirmé, sans citer de nom, et qui m'ont dit, ouais, il y en a même une femme de l'industrie qui m'avait expliqué sur quelle ligne budgétaire il faisait apparaître ça pour que ça n'apparaisse pas comme le financement d'un individu, mais comme ça apparaissait dans les frais de fonctionnement du laboratoire. On voit ça avec les fondations aussi, les fonds. Oui. Ils ont des avocats financiers spécialisés qui savent très bien les conseiller pour savoir comment on fait passer tout cet argent. Donc voilà, donc il y a quand même quelques personnes qui sont influencées au plus haut niveau, qui certains doublent, d'autres qui décuplent leur salaire. Et après, on se demande pourquoi ils sortent des contre-vérités scientifiques avec un aplomb de dingue. Oui, ça c'était le cas de nombreux responsables politiques. Hein, et d'ailleurs, quand vous faites partie de ces hauts conseils de la vaccination, enfin de toutes ces là où se décide le choix politique. Comment ça se passe à l'intérieur? Parce qu'on a vu ça, et pendant le Covid, on a eu un conseil de défense sanitaire, et là, c'était secret défense. Ah oui, alors quand on est dedans, comment c'est? Alors, dedans, moi, j'ai été coopté très jeune. Je venais juste d'être nommé professeur à Garches en fin 1994, et très vite, j'ai été coopté pour entrer dans les plus grandes commissions. Avant le Haut Conseil de la Santé publique, c'était le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui était très proche du ministère de la Santé. Après, ils l'ont démoli, j'ai compris pourquoi après, pour le remplacer par le Haut Conseil de la Santé publique, parce qu'ils voulaient se débarrasser des experts, les éloigner du ministère. J'ai compris à l'occasion du Covid qu'en fait, c'était pour les remplacer par les experts de McKinsey, qui sont rentrés au ministère avec même des papiers en tête du ministère, des adresses courriels du ministère, et qu'en fait, ils ont marginalisé un peu le Haut Conseil. Mais quand j'étais président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, j'ai même été président de tout le Conseil sup, comme on disait à l'époque, et j'étais président du comité technique des vaccinations. Bon, j'étais rentré, au début, je n'étais pas président.
Alors, quand on n'est pas président, qu'on est membre du comité technique des vaccinations, c'est vrai qu'à l'époque, 80% des membres étaient des professeurs de pédiatrie qui travaillaient avec les fabricants de vaccins. Bon, à l'époque, ça ne me choquait pas trop, je n'avais pas pigé. Puis, je n'étais pas dans les coulisses. Je n'avais pas trop vu le problème. Puis après, très vite, le président du Conseil sup avait été coopté pour être conseiller de Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé. Il m'avait appelé en disant « Christian, il faut absolument que tu deviennes président du Conseil sup ». Alors moi, au début, j'avais refusé en disant « Écoute, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai mon service. » J'étais encore directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur. J'avais déjà des charges comme ça. Puis il a tellement insisté que finalement, sous la pression, bêtement, j'ai dit oui. Mais après, je ne regrette pas parce que j'ai appris plein de choses. Et c'était une expérience fabuleuse où presque à mi-temps, pendant des années, j'ai travaillé finalement pour les conseils scientifiques pour le ministère. Alors, ce qui m'avait beaucoup choqué une fois que j'ai endossé la casquette de président, c'est qu'on discutait à l'époque de recommandations sur un vaccin et on n'allait pas totalement dans le sens de l'industrie parce qu'on voulait limiter ce vaccin sur des personnes à risque et pas sur la population en général. Bon, voilà, la discussion était sereine, à huis clos total, tous les experts super indépendants, soi-disant. Et puis le lendemain, je reçois un coup de fil amical du directeur médical d'un grand laboratoire pharmaceutique fabricant de vaccins qui me dit « Mais Christian, pourquoi vous avez décidé ça hier? Ça ne va pas du tout. » Je dis « Mais bon sang, comment il est au courant? Je savais qu'il y avait des taupes. » Après, je ne dirais pas qui était la taupe. C'était un professeur de pédiatrie bien connu à l'époque, je pense, qui était très copain avec toute cette bande. Et là, j'avais couru. À l'époque, j'étais très écouté au ministère. Ils m'appréciaient. Il y avait vraiment des fonctionnaires à la Direction générale de la santé qui étaient top. Il y avait des médecins de santé publique remarquables. On a tout démoli à la Direction générale de la santé. Maintenant, c'est 2-3 médecins aux ordres qui n'ont plus les compétences de ce qu'était ce qu'on appelait la DGS à l'époque. J'aurais dit, c'est pas possible. On a eu une réunion la semaine dernière et ils sont au courant de tout. Et ils m'ont dit, oh, oui, on le sait très bien. Mais ils m'ont écouté et j'avais obtenu le changement de la composition à la fois de la commission maladies transmissibles du Conseil supérieur d'hygiène et de la composition du comité des vaccins. Et on avait remplacé les 80% de professeurs qui travaillaient pour l'industrie par quelques professeurs qui étaient plutôt indépendants. Même j'avais fait rentrer médecin généraliste, sage-femme, infirmière, même un juriste, même un journaliste de la revue Prescrire qui était assez anti-médicaments. Comme ça fera une voix opposée, même si quelquefois il est Prescrire exagéré un peu dans l'autre sens. Enfin, ça créera un débat. À ma grande surprise, et j'avais beaucoup apprécié, le ministère avait accepté ce changement de composition. Et c'est moi, avec une médecin de santé publique remarquable, je ne vais peut-être pas la citer, peut-être que ça pourrait l'embarrasser, mais elle se reconnaîtra, qui faisait un peu mon secrétariat médical dans le Conseil supérieur d'hygiène, on avait écrit ensemble une charte sur les conflits d'intérêts. Et moi, j'étais intransigeant, c'est-à-dire que quand quelqu'un était candidat pour être membre, il devait déclarer ses conflits d'intérêts. Et à chaque réunion, et je n'ai jamais manqué de le faire, à l'ouverture de la réunion en plénière, en présentiel, qui a un conflit d'intérêt avec l'ordre du jour. De temps en temps, il y en avait un ou deux qui ne le déclaraient pas. Moi, je le savais parce que j'avais mon réseau. Bon, je l'ai coincé au coin du bois. Et j'avais... c'est écrit en toutes lettres que si quelqu'un... Je ne parle pas des invitations au congrès, sinon il n'y aurait plus personne dans les commissions, mais les conflits d'intérêts majeurs, ils touchaient de l'argent, etc. On acceptait qu'ils se prononcent pour donner leur... C'était des gens intelligents qui pouvaient avoir un avis scientifique valable, qui donnent leur avis, mais qu'à la fin de la discussion, quand on abordait qu'est-ce qu'on allait voter et au moment du vote, ils ne soient plus dans la salle. Et ça, je l'ai fait respecter à chaque fois. Ça ne m'a pas valu que des copains. Parce que... Oui. On pense bien que le professeur Perron, dans le métier, et bien sûr dans la médecine, ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Tout simplement, et vous l'avez entendu, eh bien, c'est un homme intègre qui vit dans un monde rempli de corruption. Et ensuite, ces mêmes spécialistes, ces mêmes médecins vont venir dans les plateaux de télé, dans la presse, nous expliquer
comment il faudrait faire pour bien nous soigner ou pour valider tel ou tel traitement. On se souvient tous bien sûr de la période Covid et cette période n'est pas finie. Comment les croire? Comment croire en tous ces médecins de plateau? Aujourd'hui, les médecins sont devenus des véritables stars. Ils ont leur propre magazine, ils ont leurs propres émissions à la télévision. La santé est devenue un business. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est l'argent. Comme on vit dans une société qui ne croit plus en rien, qui n'a plus de base commune, qui n'a plus de morale commune, qui n'a plus rien en commun, hormis une chose, si, l'argent. Ça nous met tous d'accord. Et la santé, bien sûr, a été totalement attrapée par ce phénomène, comme le reste de la société, avec en plus, bien sûr, les gros labos qui ont une puissance financière considérable, beaucoup trop grande, beaucoup trop écoutée, bien sûr, par les gouvernements. Et comme ils gagnent des milliards en soignant les gens, et je mets des guillemets, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vendent des traitements, font la promotion de traitements, non pas pour soigner, mais pour nous rendre dépendants, qui nous rendent bien plus malades. On sait qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a des alternatives aux traitements, aux médicaments qui sont proposés aujourd'hui, qui sont bien plus naturels, beaucoup moins dangereux pour notre santé. Le seul problème, c'est que ces traitements ne rapportent rien. Ça ne rapporte pas des milliards. Et vous le voyez, c'est un milieu où la corruption, où l'argent règne. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas le bien-être des populations. Pourtant, naïvement, j'ai toujours cru que quelqu'un qui se dirigeait, qui allait faire des études pour devenir médecin ou pour être infirmière, c'était pour le bien-être des patients, pour sauver des vies. Au final, on se rend compte que c'est surtout pour se mettre plein les fouilles. Il faut absolument briser l'hégémonie et ce système. Comment? Eh bien, c'est très simple. En récupérant notre souveraineté, il faut que l'État reprenne le contrôle sur notamment Sanofi, qui est notre grand labo à nous, que nous produisons nos propres médicaments et rendre public tous les conflits d'intérêts, que les gens sachent exactement les milliers, les millions d'euros qu'ont touché tous les médecins qu'ils peuvent voir à la télévision. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.